Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous attaquons le chapitre 3 d'Histoire de votre année de seconde, où nous nous intéressons aux conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Ça fait écho finalement à des choses que vous avez déjà vues en 5e notamment, ce qu'on appelle les grandes découvertes. Et on va finalement essayer de voir quelles conséquences elles ont eu, ces grandes découvertes, pour l'Europe et pour ce que les Européens ont appelé le Nouveau Monde. Donc on va avoir un point de vue tout d'abord centré sur les Européens, mais à la fin de ce chapitre, dans la 3e vidéo de ce cours, on essaiera de voir un petit peu aussi le point de vue des Amérindiens, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique. Alors, petite citation pour commencer ce chapitre. « Ce fut admirable de découvrir l'Amérique, mais il eût été plus encore de passer à côté. » L'auteur de l'écrivain humoriste Mark Twain, il est originaire des États-Unis, il est connu pour avoir écrit Tom Sawyer. Et alors, cette citation, on peut l'interpréter de deux façons. On peut se dire, ce fut admirable de découvrir l'Amérique, mais il aurait été encore plus incroyable de passer à côté, dans le sens où finalement c'est un continent qui s'étend tellement du nord au sud, l'Amérique, que finalement pour partir vers l'ouest, quand vous venez d'Europe, et pour ne pas toucher l'Amérique, il faut le faire exprès. Il faut passer au sud du Chili par le détroit de Magellan, mais il faut aller quand même très au sud. Ou alors il faut slalomer entre les îles du nord du Canada, que l'on a vu précédemment en géographie quand on traitait de l'Arctique, et là aussi champion. Donc on peut l'interpréter de cette façon-là, que finalement il n'y a rien d'extraordinaire à tomber sur l'Amérique quand on part vers l'ouest et quand on traverse l'océan Atlantique. On peut aussi interpréter cette citation d'une autre façon, de se dire, bon, ça a été une bonne chose de découvrir l'Amérique, mais ça aurait été une encore meilleure chose de ne pas la découvrir. Et ça, c'est une interprétation un petit peu plus subtile, dans le sens où, certes, ce fut une bonne chose pour les Européens de découvrir l'Amérique, mais comme nous le verrons dans la suite de ce chapitre, ce fut une horrible chose pour les Amérindiens. Et donc finalement, si on fait une balance de ces bénéfices, je pense que ça a plus enlevé aux populations d'Amérique que ça n'a apporté aux Européens. Donc on peut penser effectivement, légitimement, que ça aurait été encore plus admirable de ne pas découvrir l'Amérique. Alors, là vous vous dites, quand est-ce qu'on monte sur la caravelle, que l'on découvre Christophe Colomb, Vasco da Gama, etc., etc. Eh bien, pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser finalement à ce qui se passe en Europe au 15e, 16e siècle, c'est-à-dire à la toute fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne qui débute en 1492, parce que la raison de ces grandes découvertes, elle est à chercher en Europe, et notamment du côté d'un empire qui devient extrêmement puissant, qui devient la nouvelle thalassocratie, c'est-à-dire la puissance qui contrôle les mers, et notamment la mer Méditerranée. Il s'agit de l'Empire ottoman. Donc aujourd'hui, nous allons voir en quoi nous avons une Europe chrétienne face à l'Empire ottoman, avec une peinture qui représente le roi de France François Ier face au sultan ottoman Süleyman, qui est probablement un des plus grands sultans qu'ait connu cet empire. Alors c'est assez étonnant, parce que quand on parle de face à face, on parle généralement de confrontation, et là on voit au contraire que les deux personnages semblent se sourire et semblent entretenir de bons rapports. C'est toute la subtilité de ce chapitre que nous allons voir aujourd'hui, où nous verrons que finalement la France a eu un statut un petit peu particulier. Alors, déjà, pour faire écho au chapitre 2 qui s'intéressait à la Méditerranée médiévale, il y a 3 petits siècles qui nous en séparent. Que s'est-il passé? Eh bien, une nouvelle puissance apparaît, les sultans ottomans, qui ont finalement la volonté de réunifier le monde musulman sous leur autorité. On a vu qu'à l'époque médiévale, il y avait 3 califats, 3 califes, c'est-à-dire qui se prétendent être les chefs des croyants et les chefs aussi politiques en terre d'islam. Eh bien, les sultans ne prennent pas le titre de calife, mais en fait, c'est le rôle qu'ils cherchent à jouer, c'est-à-dire les commandeurs des croyants, et donc ils souhaitent diriger finalement une communauté musulmane unifiée sous leur autorité. En 1453, coup de tonnerre, c'est la chute de Constantinople. Alors on voit à cette époque-là, sur la carte de droite, que l'Empire byzantin, ce n'est plus grand-chose. Il possède la Grèce, et puis quelques territoires autour de Constantinople. Il n'empêche, Constantinople était une des villes les plus riches, les plus peuplées de cette époque, et la chute de Constantinople fait l'effet vraiment d'un tremblement de terre dans l'Occident chrétien, où finalement, là, les Européens comprennent que déjà, c'en est fini de cet empire byzantin.
Je rappelle que l'Empire byzantin, c'était celui qui s'inscrivait dans la continuité de l'Empire romain d'Orient, et il était vieux de plus d'un millénaire. Donc ce n'est pas rien ce qui s'effondre là. Et puis surtout, comme on va le voir, c'est les Ottomans qui pénètrent en Europe. Vous voyez, dans l'actuelle Bulgarie, dans l'actuelle Albanie, eh bien on voit là, au sud-est de l'Europe, que les Ottomans sont présents et qu'ils vont chercher à s'étendre. Donc, outre la prise de Constantinople, vous voyez sur cette carte, le monde ottoman possède aussi les 3 villes saintes de l'islam. La principale, la Mecque, que l'on voit ici, puis un petit peu au nord, Médine, et enfin, elle n'est pas inscrite, mais la ville de Jérusalem, qui en plus d'être une ville sainte pour les juifs et les chrétiens, est aussi la 3e ville sainte de l'islam. Donc un grand prestige pour ce monde musulman, pour cet empire ottoman, au sein du monde musulman, puisqu'il contrôle les lieux saints, et aussi, comme on le voit sur cette carte, il contrôle finalement le pourtour de la mer Méditerranée. Alors, qui est-ce que ces Ottomans vont trouver face à eux? Eh bien, ils vont trouver un empire qui n'en est pas moins impressionnant, hein, qui est l'empire des Habsbourg. Vous avez peut-être entendu parler de Charles Quint, Charles V, mais en fait que l'on appelle Charles Quint, qui, du fait de nombreux héritages, se retrouve à la tête d'un empire gigantesque. À cette époque-là, et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, les familles royales se marient entre elles, et donc finalement, Charles Quint, perdant sa tante par-ci, sa grand-mère par-là, son père par-ci, récupère des bouts d'héritage très, très différents, et finalement se construit un empire qui est à cheval sur l'Espagne, le sud de l'Italie et une bonne partie de l'Allemagne actuelle. Donc vous voyez que ces deux empires se font face à l'empire des Habsbourg, parce que c'est finalement le nom de la famille, de la dynastie de Charles Quint, et l'empire ottoman. Et à deux reprises, les Ottomans cherchent à s'emparer de la ville de Vienne, on le voit ici, en 1529 où ils sont repoussés, et ensuite en 1683, bien plus tard, où ils sont à nouveau repoussés. Pour l'anecdote, c'est parce que les Ottomans furent vaincus à Vienne, et notamment on doit cette victoire aux boulangers viennois qui auraient entendu les Ottomans creuser sous les murailles pendant la nuit pour essayer de les prendre par surprise, qu'ensuite ces mêmes boulangers auraient fait une pâtisserie reprenant l'emblème des Ottomans, qui est l'emblème du monde musulman en général, qui est le croissant. Donc voilà, le croissant nous vient de la ville de Vienne, d'où le fait qu'on les appelle en France, ces pâtisseries, les viennoiseries. Et c'est finalement bien plus tard, avec Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, que ces viennoiseries sont popularisées en France et deviennent finalement un élément constitutif de notre patrimoine culinaire. Mais en fait, tout ça, ça prend son origine de l'autre côté de l'Europe, parce que les Ottomans ont assiégé la ville de Vienne et qu'ils furent vaincus. Donc vous voyez que cet empire ottoman, non seulement il contrôle la Méditerranée, et il s'étend en Europe face à l'empire des Habsbourg. Alors, là, il va y avoir la France qui va jouer un rôle un peu trouble, qui va, ça va être très simple, signer une alliance, finalement, avec l'Empire ottoman. 1535, coup de tonnerre, en Europe, la France catholique s'allie à l'Empire ottoman musulman, et alors, ça, c'est très mal vécu par le pape. Alors, pourquoi avoir fait cela? Eh bien, parce que l'intérêt du roi de France à cette époque, qui était François Ier, il n'est pas religieux. Il est qu'il se sent complètement enserré par cet empire ottoman qui est à sa frontière sud, à sa frontière nord et à sa frontière est. Vous voyez que partout autour de lui, le royaume de France est entouré par l'empire des Habsbourg. Et puis il s'est passé un deuxième élément aussi qui fait qu'il y a une grosse rivalité entre Charles Quint et François Ier, qui est que l'empereur du Saint-Empire romain germanique, en fait, il est élu. Alors, il n'est pas élu par l'ensemble des citoyens, il est élu par les grands rois et les grands princes d'Allemagne. Il n'empêche que François Ier, possédant quelques terres au sein de cet empire romain germanique, avait candidaté pour être empereur du Saint-Empire romain germanique, de même que Charles Quint. Alors, qu'est-ce qu'a fait François Ier? Eh bien, il a fait comme vous, quand vous l'êtes délégué, c'est-à-dire qu'il a acheté beaucoup de paquets de bonbons et il a distribué ces paquets de bonbons à tous ses camarades dans la classe. François Ier a dépensé une fortune pour se faire élire empereur du Saint-Empire romain germanique. Autant vous dire que les princes ont récupéré l'argent,
Mais que s'est-il passé? François Ier, c'est un petit peu comme s'il s'était présenté à l'élection des délégués, qu'il avait dépensé tout son argent de poche pour acheter des bonbons à ses copains et qu'il avait fait une voix, la sienne. Parce que c'est ce qui s'est passé, il n'a pas du tout été élu, ça a été un gros fiasco. Il a perdu donc l'élection au profit de Charles Quint, qui a été nommé empereur, et il n'a jamais revu son argent. Donc autant, c'est un petit peu humiliant, hein. Et puis on peut comprendre du coup qu'il en veuille un petit peu finalement aux Habsbourg. Vraiment, mettez-vous à la peau de ce François Ier là qui débarque avec tous ses bonbons, dire chouette, je vais être délégué, se fait manger ses bonbons et en plus il fait un score humiliant à l'élection. C'est ballot. Donc François Ier est quand même très en colère par rapport aux Habsbourg et comme on le voit dans ces deux documents, il est prêt à faire alliance avec l'Empire ottoman. Non pas qu'il ait une particulière affection pour l'Empire ottoman, mais il y a un enjeu politique qui est que l'ennemi de son ennemi devient son ami. Et comme l'Empire ottoman s'oppose aux Habsbourg et que lui s'oppose aux Habsbourg, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas alliance. Regardez ce que François Ier dit à l'ambassadeur de Venise. Hein. « Je ne peux nier que je veux voir le Turc tout-puissant et prêt à la guerre. Non pour lui-même, car il est un infidèle et nous sommes tous chrétiens, mais pour affaiblir le pouvoir de l'empereur, pour le contraindre à faire d'importantes dépenses et pour assurer tous les autres gouvernements qui sont opposés à un si formidable ennemi. » Donc, pour François Ier, l'ennemi numéro 1, c'est les Habsbourg, et si pour cela il faut encourager les Turcs à rentrer en guerre contre les Habsbourg et même les aider, eh bien François Ier y est prêt. Alors là, dans le deuxième document, l'effet que ça va faire à la population française, finalement, cette alliance. Les Ottomans débarquèrent à Marseille en octobre 1534, juste avant cette alliance. C'était la première fois que des Français voyaient des navires de guerre turcs. Les habitants furent effrayés par ces étrangers bizarrement accoutrés qui parlaient une langue incompréhensible et ne buvaient pas de vin. Effectivement, pour les musulmans, boire de l'alcool est interdit et vous voyez que là les Français sont choqués qu'ils ne boivent pas de vin. Ça montre quand même ce qui fait l'identité quelque part de ces Français du XVIe siècle qui sont si choqués de quelque chose qui au demeurant semble plutôt être un détail. Bref, rien de fâcheux cependant n'arriva pendant le séjour des musulmans et l'ambassade gagnant Châtellerault où était le roi François, puis l'accompagna à Paris. On reçut les Turcs avec de grandes solennalités, de la réserve aussi de la part des membres du clergé et de catholiques, outrés des honneurs que l'on faisait aux infidèles. Mais François n'en était guère ému. Donc on voit quelques réserves de la part du clergé, c'est-à-dire ceux qui représentent l'Église, mais François, le roi François Ier, ne semble pas y faire grand cas, et pour lui prime tout d'abord finalement l'aspect géopolitique et donc le fait de soutenir l'Empire ottoman contre les Habsbourg. Alors il faut savoir du coup que jusqu'à cette grande bataille navale de Lépante de 1571, finalement, Lépante on est ici, hein, on est en Grèce actuelle, et bien pendant près d'un siècle, l'Empire ottoman va contrôler la mer Méditerranée. Et vous voyez que dans ce tableau, on présente finalement cette victoire de Lépante comme une victoire des catholiques aidés de Dieu. On voit Saint-Pierre là qu'on reconnaît avec les clés du paradis. On reconnaît là le lion de Saint-Marc, un des évangélistes qui est par ailleurs aussi l'emblème de la ville de Venise. Et regardez, là vous avez la lumière de Dieu qui illumine les navires catholiques et les traits divins lancés par un ange qui vont brûler les navires ottomans. Donc là on présente ça véritablement comme une victoire de l'Église catholique contre le monde musulman. Mais nous venons de le voir précédemment, c'est quand même un peu plus complexe. Et la France, par exemple, bien que catholique, a soutenu cet empire ottoman, même si, pour le coup, à la bataille de Lépante, elle n'était pas présente. Donc, quoi qu'il en soit, et ça c'est très important que vous en ayez conscience, pendant près d'un siècle, l'empire ottoman contrôle la mer Méditerranée et donc contrôle la route de la soie. Cette route de la soie, c'est un ensemble de routes commerciales qui vont de l'Asie vers l'Europe et qui traversent l'Empire ottoman. Donc si vous voulez, vous, commercer avec l'Asie sans passer par l'Empire ottoman qui contrôle cette partie-là, eh bien vous avez deux possibilités. Soit vous contournez l'Afrique, c'est ce que vont faire les Portugais, soit vous passez par l'Ouest et vous espérez bien finir un jour par retomber là aussi sur l'Asie. C'est ce que vont faire les Espagnols, mais ça, c'est une autre histoire et nous en parlerons dans la prochaine vidéo dont je vous invite à cliquer sur le lien.
Donc pour résumer tout ce que nous avons vu aujourd'hui, depuis la prise de Constantinople en 1453, l'Empire ottoman contrôle la mer Méditerranée et donc la route de la soie reliant l'Asie à l'Europe. De plus, l'Europe chrétienne ne fait pas front commun face à l'Empire ottoman. La France, par exemple, fait alliance avec eux en 1535 pour contrer l'influence de l'Empire des Habsbourg. Ce n'est finalement qu'à partir de la bataille de Lépante en 1571 que l'hégémonie ottomane est contestée en Méditerranée. Ils ne sont plus la seule thalassocratie. Et enfin, les puissances ibériques, c'est-à-dire le Portugal et l'Espagne, ont cherché de nouvelles façons de rejoindre l'Asie sans avoir à dépendre de l'Empire ottoman. Sur ce, travaillez bien et à bientôt pour un petit tour en caravelle du côté de Vasco de Gama et de Christophe Colomb.